Coucou amis lecteurs, joueurs, lectrices, joueuses, Nicolas pour livre-jeu.fr. Aujourd'hui, une vidéo interview. Je suis super content d'accueillir Jérôme Ruffier. Bonjour. Qui est voilà, chez moi dans mes locaux. Et on va faire une petite interview sur les sorties qu'il va y avoir, puisqu'en 2025, il y a pas mal de sorties. Et je vais le laisser se présenter à vous. Alors d'abord, merci de me recevoir chez toi, dans tes locaux. Hein, c'est très appréciable. Oui, donc moi je suis Jérôme Ruffier, donc je suis édité chez Macaca et bientôt aussi chez Posidonia. Et puis voilà, je suis enchanté de venir ici pour vous parler des projets qui vont arriver en 2025-2026, quoi. Donc moi, Jérôme, je t'ai connu grâce à Le Serpentaire, qui a été un de mes coups de cœur d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre? Eh ben, c'est un livre. Alors déjà, j'ai vraiment apprécié ta critique du livre. Ça m'a fait très plaisir. Merci. J'ai été très surpris aussi que ce soit ton coup de cœur. Et c'est un livre que j'ai écrit pendant le confinement, le premier confinement. Alors je sais plus les dates exactement. Je crois que c'était avril 2020. Bon, j'ai plus la date en tête. Auparavant, moi, je faisais beaucoup de romans, mais de romans classiques. J'écrivais aussi des scénarios de BD. Après, je m'auto-éditais ou j'étais édité chez les petits éditeurs. Ça n'a jamais vraiment marché parce que complètement noyé dans la masse, parce qu'il y a énormément de sorties annuelles. Et puis, je me souviens que pendant ce confinement, j'avais les enfants à la maison, ma femme à la maison. Alors moi, j'avais la chance d'être dans un jardin. Enfin, j'avais un jardin, donc on n'a pas vraiment vécu le confinement comme beaucoup de personnes ont pu le vivre dans leurs appartements. Et je recollectionnais les livres-jeux, surtout les livres d'11 Héros de Gallimard. Et je me suis dit, tiens, est-ce que tu arriverais à écrire un livre-jeu? Parce que c'était pour moi, quand je lisais ça étant petit, c'était tellement compliqué à concevoir, pas forcément l'histoire, mais les mécaniques de gameplay et puis surtout les renvois de paragraphes. Je me suis dit, est-ce que tu vas arriver à faire un livre-jeu? Et je me suis lancé ce petit défi pendant le confinement. Et au final, voilà, 20, 30, 40 chapitres. Et puis je me suis dit, ah bah tiens, j'arrive à le faire. Et donc j'ai terminé Le Serpentaire, alors combien de temps après, je sais plus exactement. Et j'ai envoyé à deux éditeurs. Et les deux éditeurs ont répondu favorablement. Donc j'ai répondu au premier qui m'a répondu. Donc c'était Macaca. Et donc Macaca a édité Le Serpentaire avec des magnifiques illustrations de Pierrick Sorel. Sur Le Serpentaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse partie d'écriture, forcément. Par contre, il y a eu beaucoup de retouches, parce que il n'était pas adapté au format Macaca, où on demande 50 illustrations couleurs. Moi, j'avais pas d'interaction dans les cases, donc il y a eu une grosse séquence. Ça a duré quelques mois où j'ai dû revoir les mécaniques de gameplay, sans toucher l'histoire. Et puis au bout d'un moment, bah voilà, Macaca était content, ils m'ont trouvé un dessinateur, et puis ça a été lancé, quoi. Et puis je suis aussi ravi de l'accueil que les lecteurs me donnent à chaque fois sur Facebook ou sur Twitter. Je suis vraiment content de l'accueil dont a été reçu Le Serpentaire. Est-ce que je peux revenir juste sur une chose que tu as dit? Est-ce que tu as utilisé une méthodologie particulière pour faire l'arborescence, comme c'était ta première expérience? Parce qu'il y a des logiciels qui existent. Est-ce que c'était sur une feuille avec un stylo? Comment tu as fait? Alors en fait, quand j'ai commencé Le Serpentaire, forcément, chez moi, pendant le confinement, j'ai d'abord posé les bases de l'histoire. Alors c'est tiré d'un autre roman que j'avais commencé à écrire, donc j'ai laissé tomber. Et ça se passait dans la partie sud du livre du Serpentaire. Et moi, je travaille en voiture essentiellement dans ma vie professionnelle, dans mon travail alimentaire. Et j'ai toujours un petit carnet avec moi. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai découpé tous les paragraphes du Serpentaire quasiment dans ma voiture au travail, quoi. Et après, forcément, ces 2-3 lignes qui décrivaient le paragraphe, sont devenues des fois une page, des fois 2-3 paragraphes, et voilà, quoi. C'est comme ça que je l'ai créé. Mais ça, c'était possible pour Le Serpentaire, où on a quand même une histoire qui a un début et une fin fixe. Par exemple, sur d'autres projets, je pourrais plus travailler comme ça, malheureusement. Parce que ce sera plus compliqué. Ok.
Et ben, alors là, c'est une première, quelqu'un qui écrit son livre dans la voiture. Et comme quoi, il n'y a pas de méthode pour y arriver. Non, je pense pas. Donc, Le Serpentaire, je le redis, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Donc, je vous conseille d'aller l'acheter. Et d'ailleurs, chez l'édition Macaca, tu es sur d'autres projets. J'ai entendu parler de Sacrifice avec un S et aussi de Le Livre des Morts, qui seraient 2 livres qui sortiraient plutôt rentrée septembre, fin d'année. À peu près, ouais. J'ai pas les dates exactes. Donc, alors, en premier lieu, il y a Sacrifice qui normalement sera la première sortie, qui là est un polar, donc un polar en livre-jeu, quoi. Donc, le pitch de base, c'est on incarne Nathan Carver, un détective, qui se voit confier une mission, donc comprendre et arrêter un tueur d'enfants. Donc c'est assez... assez pour adultes alors. Oui, c'est assez noir, ouais, c'est assez noir. Il va se rendre compte au fur et à mesure... Ouais, je peux pas trop pitcher non plus. Mais voilà, c'est une enquête policière, c'est un polar. Voilà, exactement. Une enquête policière, voilà, avec des surprises. Avec pas mal de surprises, avec 2-3 cliffhangers, donc je suis assez content. Avec un système de jeu, alors là il y aura pas de lancer de dés, c'est vraiment faire appel à la déduction du joueur. J'ai inclus un système de syllabaire, donc avec les syllabes. Si par exemple, à un moment, je sais pas si tu vas montrer les images, il y a une image en fait dans un club de boxe où on vous propose, si vous avez la syllabe tat, allez à ce paragraphe-là, c'est-à-dire qu'on a une partie de l'indice. Et si vous avez tout, donc si vous pouvez former le mot tatou, en gros, on arrive sur un paragraphe où le livre comprend que vous avez eu toute la réflexion par rapport à un certain tatouage. Voilà. Donc c'est vraiment un système de syllabaire qui m'a pris beaucoup de temps à concevoir, parce que au début, je voulais rentrer sur un système de code, un petit peu comme Fableland ou des trucs comme ça. Et au final, j'ai trouvé que ça marchait pas des masses. Ça marche pour d'autres, par exemple pour ce qu'on va parler plus tard, le constellé, ça va marcher, mais là, pour le polar, ça marche pas. Et au final, j'ai déjà reçu quelques renvois, quelques retours, pardon, des bêta-testeurs qui sont très contents du bouquin, quoi. Et surtout, les illustrations sont faites par Thomas Girard, et les illustrations sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Est-ce que tu peux être plus précis sur ce système de jeu-là? Comment on les obtient, ces syllabes? Alors, déjà, il faut savoir... ça se passe sur 5 jours. Donc en fait on a un système de temps, avec un système de déplacement sur une carte aussi. Donc on peut même acheter un vélo à un moment pour aller plus vite, si on veut, pour cocher moins de cases de temps. Et les syllabes, tout simplement, comme je te dis, ça remplace les codes, sauf qu'on peut assembler des syllabes ensemble. Et si les syllabes sont assemblées ensemble et forment un mot bien précis, ça veut dire qu'on peut avancer dans l'histoire. Donc en fait à nous de chercher dans les images un indice, même par déduction, voir si on peut trouver un autre indice qui amène à une autre syllabe. Et il y a quelque chose qui est assez important aussi, c'est que tous les jours, vous recevez, tous les matins dans le jeu, vous recevez le quotidien de la ville. Et dans ce quotidien, il faut bien l'inspecter, parce qu'en fait, on a des numéros de paragraphes, en gros. En fait, ce sont des adresses. Par exemple, si on doit, je reprends l'exemple du tatoueur. À un moment, on a une pub pour un tatoueur qui disent, voilà, vous allez au 72 Harvey, je sais plus quelle adresse, pour vous faire tatouer. Et ben en fait, il faut bien noter cette adresse, 72. Parce qu'après, on peut se déplacer dans la carte par rapport à ça. Donc, ce sont des quartiers. Et entre chaque quartier où on se déplace, il faut cocher aussi la case de temps, quoi. D'accord. Donc, c'est un système qui, expliqué comme ça, je me rends compte qu'il est peut-être complexe à expliquer, mais une fois qu'on joue, honnêtement, c'est très intuitif. Je l'ai fait justement pour les joueurs novices, qui n'ont pas l'habitude des livres-jeux, qui n'ont pas envie de se prendre la tête à lancer des dés, à aller sur une table du destin avec un crayon, tout ça, quoi. Donc je pense que c'est assez simple. En tout cas, tu m'as donné bien envie de tester. J'adore les nouvelles mécaniques. Ouais, moi, écoute, c'est vraiment un truc tu me diras ça. J'adore découvrir. Ouais. Donc tu m'as donné très envie. Et donc sur le livre des morts, est-ce qu'il y a une mécanique particulière sur celui-ci? Livre des morts, alors déjà je vais te pitcher un petit peu la base du livre des morts. Alors déjà il se passe dans le même pays que Sacrifice. Faut savoir qu'en fait c'est un pays que j'ai inventé, qui se situe entre l'Amérique du Nord et l'Europe et la France, quoi. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai créé ce pays parce que quand on écrit un polar ou moi qui écris beaucoup de livres-jeux qui se passent dans notre réalité,
c'est très compliqué au niveau des lois. Dans le sens, comprendre comment marche une loi dans un pays, comprendre, par exemple, on est chez toi, qui c'est qui intervient? C'est la gendarmerie, c'est la police, comment fonctionne le système judiciaire. Donc je me suis dit, autant créer une ville, un pays, et puis c'est moi qui crée les propres règles judiciaires. Comme ça, je suis débarrassé avec ça. Il y a pas quelqu'un qui va me dire non, mais là tu peux pas parce que l'article 16 du code pénal. Non, l'article 16 du code pénal, c'est moi qui l'ai fait. Et ouais, mais voilà, mais au moins je m'évite ce genre de décomblu. Après le livre des morts, donc c'est ça se passe donc dans ce pays pardon qui s'appelle Espérance. Donc il y a toute une histoire dessus, mais ça je la développe sur plusieurs livres. On a une partie sur Sacrifice, on a une partie sur Livre des Morts pour un peu apprendre le background d'Espérance. Et donc on incarne le héros qui un jour reçoit une lettre en fait chez un notaire. Il hérite d'une Camaro, donc une super belle bagnole des années 70, flambant neuf, d'une tante qu'il n'a jamais entendu parler. Et puis, donc, il est obligé de venir la chercher, forcément, il prend le bus, il prend le train, il va la chercher. Et il est obligé de revenir en voiture, forcément. Et en fait, en revenant en voiture, il se trouve perdu dans une zone blanche. Il n'y a plus de GPS, il n'y a plus de portable, il n'y a plus rien du tout. Et là, il se rend compte qu'il y a des drôles de créatures qui errent dans les villes. Les habitants ont plus ou moins disparu. Et puis, il y a une espèce de type habillé en médecin de peste qui semble un peu errer dans les ruelles, dans les rues et qui est assez intriguant, quoi. Voilà, donc ça c'est le pitch de départ. Après je vais pas en parler plus sur les synopsis. Après sur la mécanique de gameplay, par contre là c'est un autre système de jeu. On n'a pas de point de départ, de statistiques au niveau du héros. D'accord. Il y a 0 statistique. Pas de fiche de personnage. À part ses points de vie. D'accord. D'ailleurs, oui, je crois que j'ai appelé ça un point de vie. Là, j'ai un trou de mémoire. Plein de points de blessure, je crois. Et quand on combat un ennemi aussi, au début, il n'a pas ses points de vie en général. Il n'a pas ses points statistiques. Parce qu'en fait, on peut, via des choix, auparavant, on peut affaiblir le héros, l'ennemi. D'accord. Donc en fait, en affaiblissant je sais pas, je vais te donner un exemple. À un moment, le héros, il est allongé par terre. Si tu regardes bien, il peut prendre une pelle dans l'image. Et donc, s'il prend la pelle, s'il pense à prendre la pelle et qu'il donne un coup au monstre, et ben le jeu va lui dire votre adversaire numéro 1 a perdu 2 points d'habileté. Et donc après quand on va se retrouver dans le vrai combat avec le monstre, il faudra déduire tout ce qu'on a déduit en fait. D'accord. Voilà. Et après il y a un autre système de jeu aussi. Là je suis un peu plaise, ça a été un peu galère à faire, mais c'est un système de craft comme dans un jeu vidéo où en fait on doit créer ses propres armes. Mais il faut trouver la méthode pour créer ses propres armes. C'est pas le livre qui te donne la méthode. Même s'il y a certains indices dans des échanges internet ou sur des pages retrouvées dans des bureaux, tout ça. Mais il faut assembler en fait du matériel. Et chaque matériel, chaque outil, ustensile ou consommable, j'ai appelé ça dans le livre, chaque consommable a une valeur d'unité. Et à toi de mixer, voir si tu peux ajouter ces valeurs d'unité pour que ça amène à un paragraphe spécial en disant voilà, vous avez créé cette arme là. Par exemple, je vais donner un exemple parce que je me suis rendu compte que les bêta-testeurs, celui-là, n'avaient pas trouvé ce qu'ils n'ont pas pensé, donc ça ce sera un petit bonus pour livre-jeu.fr. Si vous assemblez un gant avec un clou, bah, vous pouvez faire un gant clouté. Et si vous vous retrouvez sans arme à un moment, parce que les armes aussi sont brisables, hein, elles ont une durée de vie, et bah, vous avez toujours votre gant clouté pour vous battre à main nue en infligeant plus de dégâts. Un gant clouté, ça donne envie. Là. Ouais, oui, hein, il y a un petit côté Mad Max. Et après, il y a un autre système de jeu, en fait, il y a un système de compagnons. Au bout d'un moment, on se retrouve avec des compagnons. Et là, le jeu se transforme un peu en road movie. Donc on a aussi une voiture, donc la Camaro, qui a aussi des points de vie. Il y aura des petits combats aussi de voiture. Et aussi les compagnons qu'il faut asseoir sur chaque siège. Et chacun ses caractéristiques de tir, par exemple. Et selon que tu débordes à droite ou débordes à gauche pendant une course-poursuite, ce sera ce compagnon-là qui va tirer sur la voiture, par exemple. Et après, ces compagnons ont des systèmes de mission aussi. Quand on fait des étapes, on peut choisir, en général, il y a 3 compagnons, donc il y a 4 missions en général par étape. Donc le héros fait une étape, il choisit quelle étape il fait. Et après, il envoie ses compagnons régler les autres missions. Et là, il faut réfléchir un petit peu parce que, généralement, par exemple, il y a réparer la voiture.
pour enlever des points de dégâts à la voiture. Et là, par exemple, pour réparer la voiture, il vaut mieux envoyer la personne qui sait réparer une voiture. Voilà, c'est des trucs un peu logiques comme ça. Et c'est une mécanique, dans ce cas-là, sur le même principe, les missions peuvent être faites par le héros, mais n'importe laquelle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais il décide vraiment, il dispatche, c'est vraiment le joueur qui décide dans quel sens aller, quoi. Tu m'as fait rêver là. Donc à un moment donné, il y aura une voiture où on va être plusieurs dedans avec des armes. Ouais, c'est ça, un peu à la Mad Max, quoi. Ouais, si ça vous a fait envie, moi je suis impatient là. J'attends la sortie de ces 2 livres. L'Objet de Paris, ça a été illustré par Vianney Carvalho. Bah, faut pas l'oublier. Ah bah oui, je vois que tu as une affiche de lui derrière. Donc, du coup, Vianney qu'on adore ici. Oui, t'as vu Vianney. Et ben on a hâte de découvrir tout ça. Ça a l'air génial. Bah écoute, moi je me suis fait plaisir en tout cas à l'écrire. C'était vraiment très prenant, quoi, très stimulant. Alors dans les projets un petit peu plus lointains, j'ai entendu parler de Ghost of Chernobyl chez les éditions Posidonia. Exactement, tout à fait. C'est un livre que j'ai écrit il y a quelques années de ça et qui a été accepté donc chez Posidonia. Alors là, on pourrait penser qu'on est sur du post-apocalyptique, mais pas réellement en fait. Je vais te pitcher un petit peu le bouquin. On incarne un journaliste qui est réveillé à 3 heures du matin par son rédac chef et qui nous dit, écoute, il y a une prise d'otage à Tchernobyl, va vite voir là-bas. Et il se trouve que ce journaliste, ça fait quelques mois qu'il rêve d'une fille, d'une belle blonde avec une belle robe blanche qui lui montre à chaque fois la centrale de Tchernobyl. Donc il s'est dit, bon bah, je fonce, il y a quelque chose qui se passe là-bas, quoi. Et donc le héros arrive le lendemain matin, dans la journée, à Tchernobyl, avec forcément tous les barrages de flics, les journalistes, tout ça. Il arrive à forcer le barrage. Et là, il rentre directement dans Tchernobyl où il se rend compte que il se passe des trucs pas normaux, quoi. Il y a 2 factions qui s'affrontent, il y a des drôles de créatures qui apparaissent, et il y a notamment aussi une espèce de brigade qui vient mettre aussi son sel là-dedans. Une brigade qu'on retrouve aussi dans le livre des morts. Je tiens à préciser, les livres ont souvent un lien entre eux, quoi. Voilà, donc maintenant, le héros va devoir comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe à Tchernobyl, comprendre aussi pourquoi il rêve de cette belle femme depuis quelques mois, et il va devoir s'armer littéralement avec flingue, couteau, pour affronter ses ennemis, quoi. Au niveau du genre, on est sur du je pense que pour ceux qui connaissent, beaucoup penseraient à Stalker justement, pas spécialement, non. On est plutôt sur de l'action, mais en fait c'est presque une histoire d'amour, Tchernobyl. Voilà, on n'est pas loin de ça, quoi. Une histoire d'amour un peu glauque. Et pour ceux qui chercheraient à savoir de quoi je me suis inspiré pour Tchernobyl, donc je disais, ce serait pas Stalker, ce serait plutôt le jeu Ico. Donc c'est un très bon jeu sorti, je crois en 2002, très onirique, très très beau, très très chatoyant et très calme. Et c'est un peu l'ambiance que je voulais distiller parfois dans Tchernobyl. Évidemment, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de combats, mais je pense que justement les pics d'action subliment les moments de calme là-dedans, quoi. Voilà. Super, merci. On a hâte de découvrir. Moi aussi. Et toujours dessiné par Vianney Carvalho. Voilà. Ah bah maintenant que je le tiens, je lâche pas le coco. Et donc tu as un dernier projet en cours, et pas des moindres, un gros projet. J'ai entendu parler du titre qui serait Le Constellé. C'est ça, exactement. Une série de livres en 5 volumes, dont j'ai terminé le premier, et le deuxième est en train d'être écrit par Guillaume Cazenave, où j'espère qu'il s'en sortira, qu'il arrivera à bien l'écrire. Enfin, il est bien parti en tout cas. Illustré également par Vianney, toujours. Hein. Voilà. Et là, donc, on est sur une série de 5 bouquins, un petit peu à la Fableland Legendary Kingdom, totalement libre, en monde ouvert, voilà, comme ces 2 séries. Par contre, j'ai tenu à vraiment à ce qu'il y ait une histoire assez forte et qu'il y ait un bon scénario. Donc, il y a un scénario principal qui rejoint tous les 5 livres. Donc, il faudra les 5 livres pour pouvoir avoir les tenants et les aboutissants du début de l'histoire avec la fin de l'histoire. Par contre, chaque bouquin pourrait être
jouer indépendamment, avec dans chaque bouquin, dans chaque livre, également une propre histoire totalement indépendante de l'histoire de la quête principale, quoi, où il faudra résoudre un problème dans le royaume visité, quoi. Voilà. Comment on passe d'un livre à l'autre? Exactement comme dans Fableland. Si tu arrives au pays au nord et que tu arrives au sud, en fait, pour arriver dans le pays plus au sud, et ben en fait c'est les paragraphes qui vont matcher entre eux, quoi. D'accord, c'est une carte. C'est une carte, exactement, tout à fait. Ouais, exactement. Ok. Et au niveau du scénario, on est dans un univers... c'est l'Heroic Fantasy. Ouais, là je reste assez classique. Hein, mais en même temps, j'écris pas beaucoup d'Heroic Fantasy. En même temps, on aime ça. Oui, voilà, c'est ça exactement. J'écris pas beaucoup d'Heroic Fantasy. Après, moi, c'est l'Heroic Fantasy un petit peu à ma sauce. Je suis un enfant des années 80, j'ai grandi avec le Club Dorothée. On pourrait ressentir comme une certaine touche manga dans le scénario. Donc, j'en dis pas plus. Là-dessus, par contre, je peux pitcher le scénario, ça, pas de souci. En gros, on incarne le héros, donc qui s'appellera plus tard le Constellé, qui est dans son île natale. Et un beau matin, des bateaux arrivent, ils font flamber l'île, et en fait, ils recherchent le Constellé, donc le héros, quoi. Le héros se fait sauver par deux personnes, un magicien, savant magicien, et une espèce de pirate, et qui vont lui apprendre qu'il est le Constellé. En fait, il ne peut pas mourir. En fait, si, il peut mourir. Mais à chaque fois qu'il meurt, il ressuscite à une pierre de vie. Donc en fait, il y a 5 pierres de vie dispatchées dans le monde. Et à chaque fois que le héros va perdre tous ses points de vie, il va revenir à une pierre de vie donnée. Donc il faut qu'il les découvre d'abord. Donc forcément, dans chaque début de bouquin, quand on commence, par exemple, si un joueur va commencer par le bouquin 5, il aura une pierre de vie dès le début du paragraphe. Dès le début de son aventure. Mais s'il arrive du tome 2 ou 3, il va falloir qu'il trouve la pierre de vie dans le paragraphe 5. Quoi. Et donc ça, j'ai fait ce système de résurrection pour empêcher les joueurs de tricher. Parce que moi, je triche. Quand je joue à Fableland, à Legendary Kingdom, je triche. On triche tous, quasiment tous. Hein. Voilà. Et donc, en fait, en proposant un système de résurrection, je pense qu'on ne triche plus, en fait. Voilà, on accepte les règles du jeu. Sachant aussi que le héros peut évoluer en niveau, un peu comme un RPG console, quoi. Et donc, quand il est du niveau 1 à 5, quand le héros ressuscite, il récupère 100% de ses points de vie. Mais après, ce sera graduel vers le bas, quoi. Dégressif. D'accord. Ouais, j'invente des nouvelles expressions. Je sais plus, au niveau 7, par exemple, ce sera 50% de ses points de vie. Au niveau, ça va jusqu'au niveau 20. Au niveau 18, ce sera 25%. Quoi. Ok. Voilà. Mais après, quand tu seras à niveau 20, tu seras quand même assez badass. Hein, je veux dire, parce que les caractéristiques du héros évoluent au fur et à mesure aussi. Sachant qu'il peut choisir parmi 5 ou 6 classes aussi. Alors, là, j'ai plus le chiffre en tête. Mais ils peuvent être aventuriers, ils peuvent être marchands. À la base, c'est un système de jeu de marchandage, de marchands que je voulais faire. C'était vraiment que de l'économie, quoi. Et du coup, dans le jeu, il y a un gros système économique. Donc, on peut acheter forcément son bateau, comme dans Fableland ou Legendary Kingdom. Par contre, on a d'autres choix de déplacement aussi. On peut se déplacer à pied sur la carte. Donc là, on est totalement libre. Ou en chariot. Donc là, en chariot, il faut emprunter les routes qui entre les villes. Et en chariot, on peut se faire attaquer par des brigands. Il peut y avoir différents événements aléatoires. Par contre, le chariot et le navire permettent de garder des marchandises. Donc là, les marchandises, après, on les vend. Il y a un système économique, comme je disais. Si tu achètes, je veux dire une bêtise, une denrée qui est rare à l'ouest, si tu achètes une denrée qui est rare à l'ouest et que tu la vends à l'ouest, forcément, tu la vendras plus cher. Mais il faut pas l'acheter à l'ouest. Il faut l'acheter plutôt à l'est, dans ce cas-là. Assez éloigné de son lieu de production. Okay. Voilà. Donc, j'insiste vraiment sur le déplacement. Il y a 3 systèmes de déplacement. Donc, en navire classique, comme je disais, en chariot, mais là, forcément, on n'emprunte que les routes, et le mode 100% libre où on part d'une ville à pied, et puis on explore toute la carte à pied. Est-ce qu'il y a un système de combat? Système de combat, bien sûr, effectivement. Alors, assez classique, hein, pour le coup. J'ai pas révolutionné le genre avec le système de combat. Quoi. Okay. Assez classique, mais efficace et qui marche. Quoi. Donc, voilà. Dans le tome 1, j'ai mis aussi... je voulais que ce soit long, en fait. Et à un moment, on peut accéder à un gros donjon, et là, j'ai fait une petite dédicace à beaucoup de joueurs des défis fantastiques qui détestent les dungeon crawlers. J'ai fait un petit dungeon crawler que j'ai rajouté à la fin, mais avec pas mal de crises de nerfs à se taper, quoi. Donc là, c'est juste mon côté méchant et sadique.
Ok, bah hâte de découvrir cette, comme on dit, 5 livres qui se suivent. Je ne sais pas. Quintologie. Je sais pas. Sachant que j'avais un éditeur et que malheureusement l'éditeur est en mauvaise voie en ce moment, donc c'est pas un éditeur connu donc on ne sait pas pour l'instant ce qui va se passer avec ça. Donc là c'est sans stand-by pour l'instant. Eh bien, merci Jérôme d'être venu nous raconter tous tes projets et avec passion. Merci à toi de m'avoir accueilli. C'était vraiment super intéressant. J'espère que cette première interview vidéo vous aura plu aussi. C'était une première pour moi, hein, donc je ne sais pas si j'ai assuré. C'était une première pour moi aussi. Ouais. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour peut-être une autre interview. Et puis j'ai vraiment hâte de découvrir tous tes prochains projets là. Tu m'as vraiment fait super envie. Moi aussi j'ai hâte qu'ils sortent. Hein, donc voilà quoi. Merci de m'avoir accueilli. Hein, vraiment c'était très sympathique. Et je crois que tu m'avais promis une bière quand je suis arrivé. Il n'y a pas de souci, elle arrive. Impeccable. À bientôt, bye bye. Au revoir.